Il faut exactement 3 minutes. 3 petites minutes sans oxygène pour que les cellules du cerveau commencent à subir des lésions irréversibles. Ouais, c'est vraiment rien du tout. Bah non, c'est le temps de faire chauffer une tasse de café, quoi, ou d'écouter une chanson à la radio. Et surtout, c'est infiniment moins de temps qu'il n'en faut à l'ambulance la plus rapide du monde pour quitter son garage, traverser une ville et arriver sur les lieux d'un accident. C'est clair. Et du coup, il y a un paradoxe terrifiant ici. Toute la haute technologie médicale de notre époque, avec ses scanners et ses blocs opératoires, ben, elle est chronologiquement impuissante face à la fragilité immédiate du corps humain. Et c'est une réalité particulièrement frappante quand on regarde les chiffres, par exemple au Maroc. Chaque année, des milliers de vies sont fauchées lors d'accidents de la route ou domestiques, alors qu'un geste simple de quelques secondes aurait pu changer l'issue. C'est vraiment la réalité clinique la plus froide qui soit. Et en fait, ça crée une situation où la frontière entre la vie et la mort ne dépend pas du tout d'un chirurgien bardé de diplômes. Non. Ça dépend de la personne qui, par pur hasard, se trouve sur le trottoir d'en face au moment où une voiture dérape Hmm. ou au moment où quelqu'un s'effondre dans un restaurant. C'est fou quand on y pense. Non préparé à un réflexe de sidération. C'est ce qu'on appelle très souvent l'effet témoin. Ah oui, on fiche complètement. Voilà, le temps se fige, la panique s'installe et on attend désespérément qu'une autorité compétente prenne le relais. Sauf que, comme on l'a dit, cette attente est mortelle. Et c'est précisément ce mécanisme d'impuissance qu'on va tenter de déconstruire aujourd'hui dans cette exploration. On va se baser sur un ouvrage vraiment incontournable, celui de Ouzine Khaldi, qui s'appelle « Le secourisme et les gestes élémentaires de survie ». Un ouvrage fascinant, au passage. Ah oui, carrément. Et l'objectif ici, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre l'anatomie d'une urgence. Parce que cette discussion, elle s'adresse à toute personne qui veut arrêter de se sentir impuissante face à l'imprévu, que ce soit des parents, des travailleurs ou de simples citoyens curieux. Exactement. Pas besoin d'être un professionnel de la santé pour intervenir. C'est ça. Il s'agit de voir comment une poignée de connaissances anatomiques et de protocoles logiques peuvent transformer un simple passant en un maillon indispensable. Le maillon le plus vital de toute la chaîne de santé publique. Mais bon, avant d'en arriver aux gestes précis sur le bitume, décortiquons un peu tout ça. Il faut comprendre le contexte. Bien sûr. Si cette machinerie hospitalière est censée être aussi performante, comment elle s'organise concrètement, une fois que quelqu'un a le réflexe de composer le numéro d'urgence? On entend très souvent parler du SAMU et du SMUR. Et pour être tout à fait honnête, la distinction reste hyper floue pour la plupart des gens. Ah bah c'est une confusion super classique, parce que les deux travaillent de concert en fait. Ok, Pour schématiser, le SAMU, donc le service d'aide médicale urgente, c'est l'intelligence centrale, c'est le cerveau. d'accord. C'est un centre de réception et de régulation. Quand un appel arrive, c'est pas un simple standardiste qui répond à l'autre bout du fil. C'est toute une équipe sous la supervision d'un médecin régulateur de haute compétence. Un vrai médecin donc. Oui, tout à fait. Et son rôle, c'est d'analyser la gravité à travers la panique de l'aplomb. Il doit réussir à extraire les faits médicaux en quelques secondes pour décider de la meilleure réponse. Et de l'autre côté, on a le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Et ça, c'est quoi par rapport au SAMU? Bah, ça, c'est le bras armé. C'est l'unité mobile, l'équipe physique, le véhicule, le matériel lourd. Bref, les soignants qui vont se propulser directement sur les lieux de la détresse. Attends, si je comprends bien la dynamique, c'est un peu comme, disons, le fonctionnement d'un restaurant. Un restaurant, comment ça? Bah, le SAMU, ce serait le chef d'orchestre, le maître d'hôtel expérimenté à l'accueil. Il prend la commande, il évalue l'urgence, genre s'il y a des allergies, et il gère le flux. Et le SMUR, ce serait la cuisine, avec tout son équipement, qui sortirait de ses murs pour aller préparer le plat directement à la table du client. Ah, ok. L'image est excellente. Surtout sur cette notion de cuisine qui se déplace. Parce que si on relie ça à une vision plus globale, c'est vraiment l'essence même du système francophone, qui est très présent au Maroc également. C'est-à-dire? La philosophie fondamentale ici, c'est la médicalisation sur le terrain. L'idée, c'est de dire que le patient est souvent trop fragile pour subir un transport chaotique. Donc, on amène carrément l'hôpital sur le trottoir. On stabilise les fonctions vitales, on intube, on administre des drogues puissants pour la douleur directement sur la route. Tout ça avant même d'envisager de bouger le blessé. C'est super intéressant, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé. Dans les séries, on voit toujours des ambulanciers arriver en courant, jeter la victime sur un brancard et foncer à toute vitesse avec les sirènes hurlantes. Ouais, mais ça, c'est parce que ces séries reflètent souvent le système américain. Eux, ils préfèrent une technique qu'ils appellent le scoop and run.
Ramasser et courir? Exactement. Dans ce modèle-là, l'équipe sur le terrain est composée de paramédicaux. Ils sont extrêmement bien entraînés pour appliquer des protocoles stricts, mais ce ne sont pas des médecins. D'accord. Ils ne font pas de diagnostic poussé sur place. Voilà. Leur doctrine, c'est que le seul endroit véritablement sûr pour traiter une blessure grave, c'est le bloc opératoire. Donc, ils minimisent le temps passé sur les lieux pour maximiser la vitesse de transport. Ce sont deux visions diamétralement opposées. C'est fascinant, cette logistique. Et j'imagine que cette notion de catastrophe prend une toute autre dimension quand on ne parle plus d'un seul blessé, mais d'un afflux massif, genre une explosion ou un effondrement. Comment ils font? C'est là qu'entrent en jeu des plans d'urgence majeurs, comme le fameux plan blanc. Quand une catastrophe survient, l'hôpital doit se métamorphoser en un temps record. On déprogramme les chirurgies non urgentes, on rappelle le personnel en repos et on transforme des espaces comme les halls en zones de tri. Ok, mais sur les lieux même de l'accident. On montre un poste médical avancé. Et pour relier ce poste aux hôpitaux sans créer d'embouteillage, on utilise le système des norias. Ah oui, les Noria, un mot magnifique qui vient de l'arabe, je crois, Tout à fait. de Naoura, qui désigne ces grandes roues à aubes utilisées depuis l'Antiquité pour remonter l'eau des fleuves en continu. C'est une belle image. C'est une métaphore parfaite. Une noria, en médecine de catastrophe, c'est une boucle de transport ininterrompue d'ambulance. C'est organisé avec une précision militaire pour répartir les blessés de manière fluide. Bon alors, le macro-système, il est d'une sophistication incroyable. Mais redescendons sur Terre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ouais. Que se passe-t-il concrètement pour la personne sur le trottoir en attendant ces fameux secours? Parce qu'un point fondamental de l'ouvrage, c'est de dire que la nature est une mauvaise conseillère. Ah oui, la pire. L'instinct humain pousse à se jeter sur la victime pour la déplacer, et c'est souvent une erreur fatale. Mais pourquoi? Si je vois quelqu'un tomber, mon instinct c'est d'y aller. Parce que ça provoque souvent un suraccident. Agir sous le coup de l'émotion, ça brouille le jugement. Le livre détaille une règle absolue, la règle des 3 S. Sécurité, scène, situation. Il faut penser froidement avant d'agir. Donne-moi un exemple concret. Imagine une odeur de gaz dans une pièce. Quelqu'un rentre et voit une victime évanouie dans la pénombre. Ok. Le premier réflexe pour y voir clair, c'est d'allumer la lumière. Ah ben oui, pour voir la victime. Mais l'étincelle, hein. Et boum. L'étincelle électrique dans l'interrupteur provoque une explosion fatale. Le sauveteur meurt avec la victime. Appliquer la règle des 3 S, c'est s'arrêter sur le pas de la porte. C'est la maîtrise de soi avant tout. C'est fou de se dire que le premier geste de secours, c'est de ne rien faire impulsivement. C'est exactement ça. Et cela soulève une question cruciale, une fois que la zone est sûre. Comment on évalue la personne blessée? Il y a un ordre immuable d'évaluation? Le fameux protocole VIP, Alors VIP, Ventilate Infuse Pump, c'est pour les professionnels. Pour le citoyen, l'idée est de suivre les voies aériennes, la respiration, puis la circulation sanguine. pourquoi cet ordre précis? Pourquoi pas d'abord une blessure qui saigne? Parce que le secourisme n'est pas une question de force physique, mais d'analyse méthodique. Si l'air ne passe pas dans la gorge, ça sert à rien de vérifier le cœur. Il y a une hiérarchie dans la survie. D'accord. Cette mécanique des gestes qui sauvent, ça nous amène à la valeur pratique pure. L'ouvrage ne se contente pas de théorie, il démystifie la mécanique du corps humain en détresse, et ça sans avoir besoin de matériel. C'est ça qui est génial. Prenons 3 situations spécifiques tirées du livre. D'abord, l'étouffement. La fameuse manœuvre de Heimlich. C'est super visuel en fait. C'est un peu comme, disons, presser brusquement le fond d'une bouteille en plastique souple pour en faire sauter le bouchon coincé. C'est la meilleure analogie possible. Quand on s'étouffe, le bouchon empêche l'air de sortir. Mais il reste toujours de l'air dans les poumons. En appuyant brusquement sous l'estomac vers le haut, on compresse cet air restant. Ce qui crée une tousse artificielle. Voilà, c'est purement mécanique. L'air percute le bouchon de l'intérieur et le fait sauter. Super clair. Ensuite, la question des hémorragies. Ça fait peur à tout le monde. C'est vrai. Et là, il y a une différence vitale à comprendre entre la compression directe et les points de compression. La compression directe, c'est mettre la main directement sur la plaie. Exactement. Avec la main propre ou un tissu, on bouche la fuite. Mais parfois, la plaie est inaccessible ou il y a un objet planté dedans. Et on peut pas appuyer dessus? Non, surtout pas. Là, on utilise les points de compression. On cherche l'artère en amont, comme l'artère humérale dans le bras ou la carotide dans le cou, et on l'écrase contre l'os. D'accord, donc l'os sert d'enclume pour fermer le tuyau en gros. C'est tout à fait ça. Fascinant. Et enfin, 3e situation, la position latérale de sécurité, la PLS. Pourquoi on met les gens sur le côté plutôt que sur le dos quand ils sont inconscients? Souvent on se dit qu'ils seront plus à l'aise sur le dos. Grosse erreur.
Sur le dos, une personne inconsciente perd tout son tonus musculaire. Sa langue chute en arrière et bloque la gorge. L'air ne passe plus. Ah oui, l'expression « avaler sa langue Ouais, même si c'est pas le bon terme anatomique, c'est l'idée. Et en plus, sur le dos, la victime peut s'étouffer avec ses propres vomissements. En la mettant sur le côté, la gravité fait tomber la langue vers l'avant et les fluides s'écoulent vers l'extérieur. ». C'est tout simple en fait. Mais il y a un détail mémorable tiré du livre qui va vraiment intéresser notre audience. Ça concerne les femmes enceintes. Ah oui, un point crucial. Toute femme enceinte de plus de 5 mois doit impérativement être placée sur le côté gauche. Pas le droit ni sur le dos. Pourquoi le côté gauche, spécifiquement? À cause de la veine cave inférieure, qui passe du côté droit de la colonne vertébrale. Si on la met sur le dos ou sur le côté droit, le poids du fœtus va comprimer cette veine vitale, ce qui empêche le sang de remonter vers le cœur. Et donc, chute de tension immédiate. Exactement, le côté gauche libère cette pression. Alors, qu'est-ce que ça signifie au fond tout ça? Ça veut dire que le livre fournit un véritable arsenal de solutions pratiques pour rendre le corps transportable sans aggraver son état. On fige le temps, en quelque sorte. C'est vraiment l'idée, oui. Ce n'est pas juste un simple livre médical de plus, c'est un véritable outil d'émancipation personnelle. D'ailleurs, j'invite fortement ceux qui nous écoutent à se procurer l'ouvrage de Kalouardi, ne serait-ce que pour visualiser les précieux schémas de dégagement d'urgence et s'imprégner de ces automatismes. Je suis entièrement d'accord. Le fait marquant à retenir, c'est ce que disait Koevenhoven, l'inventeur du massage cardiaque. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que n'importe qui, n'importe où, peut sauver une vie avec seulement 2 mains. Avec seulement 2 mains. C'est puissant. Et ça m'amène à une dernière pensée un peu provocante à méditer pour notre audience. On a vu que l'immense machinerie technologique de nos hôpitaux dépend presque entièrement de ce qu'un simple passant décide de faire, ou de ne pas faire, dans les 5 premières minutes. Du coup, ne sommes-nous pas, en réalité, les véritables premiers médecins de notre société? C'est une excellente façon de voir les choses. Et on peut même aller plus loin en imaginant l'avenir. On peut tout à fait imaginer un futur proche où des intelligences artificielles ou des lunettes de réalité augmentée guideraient en temps réel le passant sur le trottoir. Des lunettes qui superposeraient visuellement l'endroit exact où placer ses mains sur le blessé. Le courage humain couplé à la technologie, ça changerait absolument tout. Ah oui, la technologie viendrait annuler cette fameuse panique dont on parlait au début. Voilà, une belle invitation à repenser notre responsabilité citoyenne. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie et d'ici la prochaine fois, restez curieux.